000 employés à Saint-Laurent. 120 000. Et combien en Afrique? Combien? Donc ça fait 0,4%. Et le chiffre d'affaires était de 22% en Afrique. Dedans l'Afrique, vous vous combien? Très peu. J'ai pas enlevé le mec, c'est pour ça que je l'ai enlevé. 0,004%. Si on peut savoir pourquoi on n'est pas en Afrique, n'est pas plus présent dedans. Parce que je pense qu'il y a quand même suffisamment de malades en Afrique pour voir la situation. Malheureusement, ouais. Merci de vous engager pour votre question. En fait, comment vous dites, l'hémoglobine glyquée, de toute façon, d'abord il faut savoir que le diabète, l'un des examens, l'examen qui est pour voir d'abord confirmer le diabète, faire le suivi du diabète, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est la glycémie. D'accord? Et dans la glycémie aujourd'hui, il y a plusieurs types de glycémie. La glycémie à jeun, qu'on avait l'habitude d'utiliser par le passé, qui n'est pas forcément aujourd'hui ce qui est reconnu par le médecin, parce que comme vous dites à un patient, demain matin il y a un contrôle, il ne mange pas depuis 15 heures, donc quand il vient sa glycémie est normale. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas diabétique. Après, aujourd'hui, on parle plus de la glycémie postprandiale. S'assurer que le patient qui a fini de manger, quand on prend sa glycémie, on vérifie effectivement s'il est diabétique ou non. Maintenant, après, l'hémoglobine glyquée aujourd'hui, c'est l'élément clé pour pouvoir s'assurer, assurer le contrôle de la glycémie du diabète. L'hémoglobine glyquée permet de résumer. C'est comme si vous avez un système qui prend en charge la glycémie journalière du patient sur 3 mois, ça vous donne un résumé. C'est ce qui donne l'hémoglobine glyquée. Ça veut dire que si vous recevez un patient aujourd'hui qui pour une raison ou une autre, c'est qu'il doit venir voir le docteur Ngaté, je veux tricher, je ne mange pas pendant depuis 15 heures, j'arrive, je vais voir le docteur Ngaté le lendemain matin, mais il y a 3 mois avant, je mangeais toujours. Donc quand je fais l'hémoglobine glyquée, ça me donne le résumé, je veux dire une moyenne de la glycémie que le patient a eu pendant ces 3 mois, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. La raison pour laquelle aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise comme indicateur essentiel dans le suivi du patient diabétique. On a plus d'indicateurs sur ça que sur la glycémie capillaire. Est-ce que je réponds à votre question? Donc pour le suivi de l'efficacité du Galvus, on s'en rendra compte 3 mois après. Donc pour tout patient diabétique, ça vous dit qu'aujourd'hui, quand on veut mesurer l'efficacité d'un produit, ce n'est pas la glycémie capillaire qu'on regarde. On regarde le taux de l'hémoglobine glyquée. C'est quand on met un patient sous traitement. Au bout de 3 mois, le médecin évalue l'efficacité du traitement avec l'hémoglobine glyquée pour voir est-ce que l'hémoglobine glyquée a baissé en dessous du taux. Sinon, soit on réévalue le traitement ou on le change. Et là, ça dépend du médecin. Mais l'hémoglobine glyquée vous permet de pouvoir avoir une mesure réelle de la glycémie que votre patient a eu pendant 3 mois. Donc aujourd'hui, pour montrer si un laboratoire, soit Novartis, n'importe quel laboratoire, vient avec son médicament antidiabétique, pour vous montrer son efficacité, c'est de montrer l'efficacité de son médicament sur la baisse du taux de l'hémoglobine glyquée. Si vous dites que c'est la glycémie capillaire qui baisse, ça veut dire que le médicament il agit sur place, mais est-ce que pendant toute la période où le patient ne veut pas bien voir son médecin, est-ce qu'il est équilibré? Et c'est ce qui fait la différence. Donc quand on donne Galvus à votre patient, vous avez l'avantage d'avoir une baisse de l'hémoglobine glyquée. On a beaucoup d'études cliniques qui l'ont démontré. D'accord? Vous avez une baisse de l'hémoglobine glyquée et cette baisse de l'hémoglobine glyquée reste constante pendant une longue période. Parce qu'on agit directement grâce au bol alimentaire que le patient prend et on permet de maintenir un équilibre dans l'organisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donner Galvus, vous n'avez pas de risque d'hypoglycémie chez vos patients diabétiques. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, allez-y. Parce que ça m'inspire de poser cette question pour faire plus de précision. Okay. Parce que vous dites que le patient venant chez le médecin, c'est qu'il vient pour un contrôle. Donc il peut tricher. Il peut pas tout le monde. Il peut tricher tout le temps.
3 mois tous les jours de ces 3 mois. Mon problème était qu'il faut attendre 3 mois avant de savoir ce qui s'est passé réellement. Est-ce que l'efficacité, on peut s'en rendre compte relativement tôt? Ça, c'est une autre question qui est intéressante aussi. On peut se rendre. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été réalisée, il y a beaucoup d'études cliniques qui existent, et il y a une étude qui a été réalisée sur certains pays de l'Afrique pour voir la vie réelle du patient diabétique, du type 1 et du type 2. Savoir est-ce qu'aujourd'hui un patient diabétique a un glucomètre sur la maison. C'est-à-dire si on fait une étude à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on fait une analyse simple, c'est pas sûr que tous les 5%, donc il faut comptabiliser lui chaque fois pour mesurer. Donc un patient qui est diabétique et qui est sous traitement, s'il prend sa glycémie et qu'il ne voit pas une variation, il a le droit, et il le faut, aller voir le médecin assez rapidement. Docteur, ça fait 1 mois, ça fait 3 semaines que je suis sous traitement, mais j'ai l'impression que ça ne va toujours pas. Ma glycémie est toujours élevée. Donc le médecin est en train d'évaluer le produit et prendre une décision. Donc pour le médecin, pour pouvoir évaluer effectivement si son médicament est efficace, il faut attendre cette période de latence de 3 mois, d'accord, où il prend l'hémoglobine glyquée, et s'il voit que l'hémoglobine glyquée a baissé, c'est que le médicament il est efficace. N'oublions pas que le diabète est une maladie qui est évolutive. Quand on découvre le diabète chez nous en Afrique, environ 50% des cellules bêta-pancréatiques, c'est-à-dire les cellules qui produisent l'insuline, sont déjà détruites. Le jour qu'on a découvert, 50% sont déjà détruites. Donc au fur et à mesure, ça va se détruire. C'est la raison pour laquelle on commence par les antidiabétiques oraux, on progresse, après on a antidiabétique oral plus insuline, et après on aboutit à l'insulinothérapie pour pouvoir continuer son traitement. Donc c'est un suivi rigoureux qui permet aussi bien aux médecins que aux patients de pouvoir prendre en charge efficacement sa pathologie pour éviter les complications. Parce que ce n'est pas le diabète qui emporte le patient, mais c'est plutôt les complications qui vont se présenter à lui qui peuvent l'emporter s'il ne respecte pas aussi bien les mesures hygiéno-diététiques, mais également le traitement médicamenteux. Est-ce que je réponds à votre question? Alors, je vais ouvrir encore une autre liste. Tout le temps regardé sur le nombre d'employés que Novartis avait en Afrique, c'est ça? Une question c'était sur le nombre d'employés que nous avions. Et qui rejoint en fait le nombre de malades traités par Novartis en Afrique. Alors, le nombre d'employés ne rejoint pas forcément le nombre de patients traités. Encore une fois, ce qu'on a voulu montrer, c'est que Novartis s'implique dans les pays où il est. Contrairement à d'autres concurrents qui ne sont pas du tout présents en Afrique, mais qui vendent leurs produits. Donc là, relativement, quand vous mettez en parallèle le chiffre d'affaires qu'on fait en Afrique et le nombre d'employés que nous avons, on se rend compte que ce n'est pas du tout proportionnel. On investit beaucoup plus que ce qu'on voit. Parce que les 22% que vous avez vus, comme je vous ai dit, c'était avec l'Asie. Donc quand vous comparez déjà le continent asiatique au continent africain, vous voyez que le nombre de malades n'est pas le même. Mais c'était surtout pour vous montrer l'investissement de Novartis dans les pays africains. Donc même si notre chiffre d'affaires est tout petit et une goutte d'eau, on va dire, dans le chiffre d'affaires Novartis monde, c'est pas pour autant que nous n'avons pas d'employés sur le terrain. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ce que vous vouliez savoir en termes de chiffres. C'est un début de réponse. Mais je vais donner le temps de ma question. Tout à l'heure, en allant sur le site, j'ai vu certains produits qui sont très performants sur votre stand. Gazbus, tout ça. Et par rapport au niveau de vie de nos populations, ce sont des médicaments, c'est clair, mais qui demeurent relativement inaccessibles. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un programme pour rendre les produits inaccessibles à $1 par jour, ça fait $30 par mois. C'est quand même quelque chose d'important. Oui, donc juste pour compléter, en fait, Novartis a différents programmes. Novartis Pharma, qui est présenté aujourd'hui ici, représente les produits de prescription, d'accord? C'est-à-dire les produits premium, les molécules innovantes. On a Sandoz, qui fait partie du groupe, qui représente les génériques. Donc on est déjà dans une gamme de prix différente. Et ensuite, on a Novartis Access, que Anne-Maryse mentionnait. Novartis Access travaille avec les gouvernements, avec les institutions, pour introduire des traitements chroniques à un coût de $1 par mois. D'accord? Donc il y a une quinzaine de molécules qui sont proposées au gouvernement. Il y a des discussions en ce moment. Au Cameroun, ça aboutit à un accord.
des discussions au Sénégal, des discussions en Côte d'Ivoire, pour que ce programme soit accessible à des institutions qui pourront soigner, on va dire, des gens indigents avec ce type de traitement chronique. Donc voilà, on essaie de couvrir l'ensemble de la population. On sait qu'on ne touche pas tout le monde, mais il y a une vraie volonté de toucher plus de populations que juste avec une partie de personnes qui sont assurées ou des fonctionnaires, etc. Voilà. Bonjour messieurs, dames, merci beaucoup pour vos contributions. J'ai une question un peu sortie du chapeau, on va dire, qui porte en fait sur l'existence éventuelle d'une collaboration entre Novartis et des laboratoires africains, s'il en existe, je veux dire de renom, pour essayer de faire un alliage entre la pharmacopée, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux de la médecine traditionnelle et inculquer donc aux praticiens, on va dire, de nouvelles méthodes d'amélioration des antidotes. Ma deuxième question, et ce sera ma dernière, c'est éventuellement de savoir si Novartis est en relation avec l'OMS ou la FAO afin d'améliorer une notion qui s'intitule le Codex Alimentarius, dont vous avez entendu sans doute parler, qui est en fait une règle normative des composants alimentaires. Et au niveau de l'OMS, il y a des directives au niveau de la description réelle de certaines posologies. Est-ce que vous travaillez sur ces chantiers-là? Donc c'est un peu ces deux questions-là qui trottent mon esprit. Ouais, voilà. C'est un peu... on est un peu au dépourvu, parce qu'on n'est pas forcément au courant de ces discussions qui peuvent se tramer au niveau du groupe. Ouais. D'accord. On représente le groupe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc c'est possible qu'il y ait des discussions à ce niveau-là. D'accord, vous n'en savez rien. Dans le secret. D'accord, ok. Pour votre deuxième question, alors là, le Codex Alimentarius, c'est une bête un peu exotique pour moi, je ne connais pas. Il sera difficile. Oui, en fait, si vous voulez, c'est comment je peux dire ça? En fait, c'est un condensé de règles normatives imposées par les autorités sanitaires de haut niveau, donc l'OMS éventuellement.